Au Nigeria, le pays est désormais prêt à signer l'accord de libre-échange continental. La Libye, avec ce carnage dans un centre de migrants visé par une phrase. Nous parlerons également du Niger, où le groupe État islamique dans le Grand Sahara revendique l'attaque qui a fait 18 morts. Et puis le dernier sujet, c'est le Togo, le contentieux électoral, le torchon brûle entre la coalition des 14 et le nouvel engagement togolais. On en parle ce soir avec Germain Sossou, acteur politique. Bonsoir Germain. Bonsoir Samuel, bonsoir chers compatriotes. Komi Mayaba, directeur de publication de Le Sorbonnat. Bonsoir Komi Mayaba. Bonsoir Samuel, bonsoir l'activiste et tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Dominique Alizio va arriver d'un instant à l'autre. Nous commençons avec le Nigeria, la première puissance économique d'Afrique et premier marché du continent avec 190 millions d'habitants, a finalement annoncé qu'il signerait l'accord de libre-échange continental à Niamey ce week-end lors d'un sommet de l'Union africaine. Le Nigeria entrera dans la ZLEC au prochain sommet extraordinaire de l'Union africaine à Niamey au Niger, a fait savoir la présidence du Nigeria tard mardi soir sur son compte Twitter. Une annonce surprise après des années de refus catégorique de faire partie de cette zone de libre-échange africaine. Le Nigeria cite cet accord après de multiples consultations de spécialistes locaux, annonce la présidence, soulignant la priorité désormais, que la priorité sera désormais de mener des négociations pour garantir des garde-fous contre la contrebande et les importations massives qui menaceraient notre industrie. Comme Imayaba, on en avait parlé ici une fois aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que Abuja revient à de meilleurs sentiments? Ah oui, Samuel, vraiment, il faut apprécier parce qu'on en a parlé, comme tu venais de le dire tantôt. On disait, ce ZLEC, enfin, cette zone de libre-échange sans le Nigeria, c'est comme on est en train de prêcher dans le désert. Aujourd'hui, heureusement, fort heureusement pour toute l'Afrique entière, que le Nigeria a accepté revenir sur de meilleurs sentiments et pour que justement cet accord qui est signé puisse prendre son vrai élan, parce qu'aujourd'hui, vous connaissez la position du Nigeria dans le domaine économique. C'est le géant africain en matière économique. Et le Nigeria, aujourd'hui, nous disons bravo. C'est vrai, tu as eu à le dire dans l'énoncé, c'est après plusieurs consultations qu'ils ont abouti à cette acceptation de faire partie de cette zone de libre-échange. Et bon, nous allons constater, nous allons apprécier et continuer à louer à ce que cet accord, cette acceptation du Nigeria soit effective pour que tous les contours soient dénoués afin de pouvoir arriver au vrai sens de cet échange. Alors, ce qui faisait peur au Nigeria, c'est de voir son marché être submergé de produits. C'est vrai que là-bas, on parle de produits de contrebande, mais le Nigeria lui-même est champion dans la contrebande. Oui, mais bien avant de parler même de la contrebande, il faut préciser pour nos compatriotes que ça va être une première. Quand je dis une première, l'Afrique est indépendante à partir de 1960. Et vous savez que cette quête de se mettre ensemble a été de tous les combats. Et les Africains n'ont jamais réussi à se mettre ensemble, aussi bien politiquement qu'économiquement. Vous savez que le Nigeria, dans le temps, avec l'ancien président togolais, général Gnassingbé Yadema, et son homologue Gouane, avait même tenté ce qu'on appelle aujourd'hui donc l'héritage de la CEDEAO. Donc il y avait déjà l'idée de se mettre quand même ensemble pour des raisons économiques. Alors si aujourd'hui le Nigeria, qui avait été signataire de la CEDEAO, qui avait donc déjà avec les anciens présidents l'idée que les Africains commencent par se mettre ensemble de façon sous-régionale avant de voir si à un moment donné le Nigeria prend du recul et qu'il ne vienne qu'à signer, qu'à donner son accord maintenant, il faut se poser la question pourquoi véritablement le Nigeria a pris du recul. Alors quand on parle du Nigeria comme une force économique de l'Afrique, ce n'est pas faux. C'est une réalité. Mais il faut vous dire qu'en dehors du Nigeria, il y a aussi d'autres pays, notamment l'Afrique du Sud, qui est là. Mais depuis 1960 à nos jours, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Et donc, vous savez qu'il y a d'autres acteurs économiques qui ont envahi le continent africain, notamment la Chine. Voilà. Donc, en fait, la peur du Nigeria, pas parce que le Nigeria a perdu la valeur
du fait que les Africains se mettent ensemble. Et aujourd'hui, est-ce que l'économie de l'Afrique est dans la main des Africains? C'était la plus grande inquiétude du Nigeria. Donc, il fallait quand même décider, négocier, voir dans quelle mesure. Mais aujourd'hui, c'est de nous demander, est-ce que les Africains sont véritablement, est-ce que les chefs d'État africains sont véritablement prêts à faire le combat de la liberté économique? Parce que c'est là où se trouve le débat fondamental. Est-ce que les Africains se mettent ensemble économiquement pour que les Chinois, les Français, et encore mieux les Américains déversent leurs produits? Comme vous savez que le marché africain n'a jamais été proprement africain, parce que nous sommes un marché, c'est les autres qui viennent déverser leurs produits. Donc, si nous voulons nous mettre ensemble, quelle est véritablement la finalité? C'est ça l'interrogation. Bon, maintenant, si le Nigeria, nous saluons que le Nigeria soit revenu, mais il faut prendre véritablement conscience, tous les Africains, c'est dire que est-ce que nous sommes vraiment prêts à faire le pas? Si nous sommes prêts à faire le pas, quelle est la protection que nous allons prendre? Quel est le système de protectionnisme que nous allons adopter pour que véritablement nous puissions nous élever économiquement? Donc c'est véritablement l'enjeu primordial qui amène le Nigeria à prendre du recul. Il a été convaincu par un certain nombre de chefs d'État, mais également des responsables économiques dans son pays. Mais je vous assure que le Nigeria n'est pas encore entré en plein pied dans cet accord. Il reste encore plein d'interrogations, de points d'ombre. C'est vrai, Germain Sosso a évoqué un point très important. On sait aujourd'hui que le marché africain est convoité par beaucoup d'autres puissances extérieures, notamment la Chine, qui ont des capacités de production très énormes. Et ces pays peuvent délocaliser un certain nombre d'entreprises dans certains pays dont les produits vont inonder d'autres marchés. Donc cette ZLEC ne va pas véritablement profiter aux Africains au sens premier du terme. Oui, en fait, il faut faire aussi remarquer qu'il y a deux questions fondamentales que l'on va se poser par rapport à cet accord de libre-échange. Et vous savez que le Nigeria aujourd'hui, en acceptant rentrer et prendre part à cette signature, se pose deux questions. Que vont devenir les pays qui n'ont pas accès aux mers, c'est-à-dire je veux parler les pays de l'Interland. Ensuite, que vont devenir aussi, quelle sera maintenant la part qui sera réservée aux pays qui, entre-temps, vous savez que les termes de contrat avec l'Union européenne et puis les pays pauvres endettés, aujourd'hui, le problème se pose. Si maintenant les pays africains arrivent à accepter se mettre ensemble pour peut-être faire émergence de l'économie. Vous savez, il parle en 2022, faire passer l'économie africaine de 60%. 60%. Donc, là, c'est ces interrogations, est-ce que ça va laisser pour compte et l'Europe, je veux parler des grands pays comme et les grands pays du Sud, du Nord, en fait, qui aujourd'hui véritablement font la course, qui sont en train de mener une course infernale vers les pays africains. Vous savez que nous sommes le débouché pour ces pays de l'Occident. Donc aujourd'hui, avec l'accord de libre-échange, que vont devenir ces pays où véritablement on n'a pas une économie forte? Et puis, est-ce que c'est un accord? Est-ce que c'est un accord de grands pays économiques? Vous savez déjà que dans ce ensemble de pays africains, il y a le Nigeria qui est grand, il y a l'Afrique du Sud aussi qui est grand, il y a l'Égypte qui est là-bas, le Maroc. Donc ces grands pays, économiquement, financièrement, sont plus en avance sur d'autres pays. Donc ces discussions ne vont pas rester sur carreau. Donc il y a beaucoup de situations qui sont restées pour compte, mais nous disons véritablement qu'avec ce qui est en train de se passer, est-ce que la France va laisser libre-champ à ces pays africains de se mettre ensemble? Est-ce qu'elle ne va pas chercher à mettre des bâtons dans les roues pour que ces pays, avec une initiative noble comme ça, puissent aboutir? Donc c'est la grande interrogation. Mais je souhaite vivement que l'Afrique doit être forte pour que l'économie africaine ne puisse cesser de grandir. Alors ici, on parle, le président nigérien, Mamadou Buhari, avait dit que la vision pour le commerce intra-africain, c'est un marché libre pour les biens made in Africa. Ouais. Mais le problème, c'est que l'industrialisation en Afrique est encore embryonnaire, n'ayons pas peur des mots. Le made in Africa n'existe pas véritablement. Voilà, donc c'est pour cela, vous savez, moi je suis un panafricaniste convaincu. Mais c'est pour cela que ce débat est important. Vous savez que lorsque vous voulez vous élever économiquement, il y a des paramètres. Vous venez donc d'élever un paramètre. L'autre paramètre, c'est que vous ne pouvez pas
économiquement être indépendant si vous n'assurez pas votre propre sécurité. Ouais. Vous savez qu'aujourd'hui, le continent africain est miné par, depuis même, et nous savons que derrière ça se trouvent des puissances. Vous avez, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, le théâtre, l'Afrique est devenu le théâtre de ces guerres-là par puissance interposée. Et vous avez des guerres un peu partout. Donc l'Afrique n'est pas stable, n'a pas la stabilité sécuritaire. Donc vous avez des portions où partout, maintenant vous avez, au-delà de ces conflits entre États, mais vous avez aujourd'hui maintenant le djihadisme qui est rentré dedans. Alors on fait comment, après plus d'une cinquantaine d'années d'indépendance, où nous avons tenté de nous mettre ensemble, tout au moins politiquement, et je disais tantôt qu'il y a eu des regroupements sous-régionaux. Alors, il faut faire aussi le bilan de ces regroupements. Parce que lorsque vous partez d'un regroupement sous-régional pour arriver à un regroupement aussi africain, donc, il faut se dire, mais quel a été le bilan des regroupements sous-régionaux? Quels ont été les faiblesses? Il faut déjà saluer le fait que les Africains veuillent se mettre ensemble. Mais il ne faut pas faire une telle initiative que finalement, elle n'aboutisse pas et que ce soit à la faveur, donc, toujours de ces puissances-là. Donc, d'où la nécessité tout en prenant sur nous la responsabilité de nous mettre ensemble, de faire tout pour résolver ce problème, ces paramètres, dont celui de la sécurité, pour voir si véritablement nous pouvons injecter. Parce que comment vous pouvez injecter les finances, vous pouvez faire des projets. Et puis, la dernière question aussi qui me paraît un peu fondamentale, c'est que dans ce regroupement, le Togo, par exemple, apporte quoi? Le Nigeria apporte quoi? Je sais pas, les pays qui sont... C'est ça aussi. C'est-à-dire que vous venez... Quelle est votre force économique? Et puis quel est le marché? Quelle est la part du marché? Et donc ces Occidentaux qui veulent véritablement continuer par contrôler les choses, et ils font déjà les calculs, ils anticipent. Ils savent que c'est le Nigeria, ils savent que c'est l'Afrique du Sud, ils savent que c'est l'Égypte, tout ça là. Alors, en fermant les yeux, et peut-être qu'on va en discuter tout à l'heure, parce qu'il y a par exemple en Libye ce qui se passe en Libye, tout ça là. Ce sont des signes avant-coureurs. C'est-à-dire que ce sont des signes qui peuvent empêcher l'initiative. Alors, d'où la nécessité aujourd'hui de résolver ces problèmes-là pour que nous puissions avancer. Alors, justement, est-ce que cette zone de libre-échange continentale, puisqu'on parle là de l'Afrique, ne doit pas être accompagnée, par exemple, de restrictions qui soient imposées sur un certain nombre de produits occidentaux afin d'éviter que ces produits envahissent le marché et ne tuent le commerce intra-africain? Oui, le Nigeria l'a dit. Vous savez, sous Buhari, quand il est venu au pouvoir en 2015, il a pratiqué la politique du protectionnisme. Aujourd'hui, la crainte, c'est qu'en laissant le champ libre à tous les pays de se mettre ensemble, est-ce que ça ne va pas favoriser d'autres, d'autres paramètres qui puissent influencer de façon négative sur l'ensemble des pays géants qui étaient devant, et que s'ils ne seront pas phagocytés par d'autres pays qui ne vont pas donner du poids lourd, comme vous venez de le dire tout à l'heure, mon grand frère Germain. Donc je me dis que dans cet ensemble, il va falloir que les pays africains réfléchissent par rapport à ces paramètres. Quelle sera la part qui sera réservée à chacun des pays? Quelle sera la contribution de chaque pays par rapport à cet accord? Donc, on ne peut pas se lever comme ça, se mettre ensemble sans discuter fondamentalement des fondamentaux de cet accord que vous allez prendre en chose. Donc, je me dis qu'il va falloir un travail de fond, régler les petits problèmes qui, demain, vont devenir des grands problèmes, et faire de manière à ce que demain, que les gens ne se mettent pas et commencer à faire le recul pour dire « Ah, mais ça ne nous arrange pas. » Il faut prendre les armes nécessaires et se mettre, même s'il faut prendre du temps pour le faire et bien le faire, je préfère que cela soit ainsi, parce qu'on ne peut pas faire le pas et revenir en même temps, faire des regrets pour se donner des regrets par rapport à ça. Surtout que nous avons pris le risque avec nos premiers dirigeants, les dirigeants de deuxième génération, parce que les premiers ont été quasiment assassinés. Vous savez que dans presque tous les pays d'Afrique, il y a des accords secrets, économiquement parlant, qui lient les pays africains à la métropole. Donc, si vous voulez, en métropole. Alors, il faut que les dirigeants nous situent. Nous sommes contents que finalement, nous allons nous mettre ensemble pour nous élever économiquement. Mais qu'on nous dise, les accords qui ont été signés économiquement entre les États deviennent quoi? Parce que si vous prenez le cas du Togo, si le Togo a des accords économiques avec la France, dans le cadre de ce que nous voulons faire, que deviennent nos accords avec la France? On va continuer le débat, on va marquer juste la pause. On marque juste la pause et on revient après.